Comment se développe le marché de l'animation japonaise? Je suis ravie de recevoir en visio Guillaume Sade, qui est cofondateur de la maison de vente Aibo Art Auction, une maison de vente aux enchères spécialisée. Merci beaucoup d'être en visio avec nous. Donc, Bonjour vous avez Sybille. lancé Aibo Art Auction il y a presque 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a, vos motivations pour lancer cette maison de vente aux enchères spécialisée il y a 3 ans? Est-ce que c'est parce que c'était un terrain particulièrement fertile, il y a un gain d'intérêt ces années-là? Oui, tout à fait, c'est une spécialité qui est assez pointue, qui n'est pas connue forcément du grand public, mais qui est très très suivie par des collectionneurs avertis et des collectionneurs qui dénichent des pièces depuis au moins une vingtaine d'années maintenant. Et le marché n'est pas encore à sa maturité, donc il y a pas mal de choses à faire pour que le marché se structure et que l'on puisse proposer des catalogues intéressants pour tous les collectionneurs. Mais donc là, vous faites face alors à des collectionneurs qui sont dans une, enfin, qui se connaissent bien, en tout cas qui sont assez avertis, qui participent souvent à ce genre d'événements dans des enchères. Oui, tout à fait. Alors jusqu'à il y a 4 5 ans, il y avait très peu de ventes, en tout cas en France et en Europe, de ventes d'animation japonaise et d'animation en général. Souvent ces pièces-là étaient en fin de catalogue des ventes bandes dessinées, par exemple. Mm. Mais maintenant on a suffisamment de volume pour générer une vraie spécialité, des vrais catalogues et voilà et créer une maison de vente autour de ce thème et donc les collectionneurs avant, on peut dire qu'il y avait des collectionneurs pionniers dans les années 2000-2005 Oui. qui étaient nostalgiques de leur enfance, si on peut dire, qui rachètent leur enfance, qui veulent retrouver les années 80, les années 90, qui étaient vraiment la décennie 85-95 était vraiment la décennie phare pour le marché de l'animation. Puisque beaucoup de séries, beaucoup de mangas ont été diffusés à la télévision et au travers également de films. Oui, parce que donc là, vous avez commencé à détailler un petit peu, mais qu'est-ce qu'on entend derrière animation japonaise? C'est vrai que j'imagine que ça Alors voilà, peut vouloir ça peut dire paraître beaucoup de obscur, c'est vrai choses. que tout à fait, ça peut paraître un peu obscur quand on parle d'animation japonaise. En fait, on arrive à proposer à la vente tout le matériel qui a servi à créer les dessins animés et les films d'animation. Donc il s'agit des dessins préparatoires que l'on appelle les dogas, également les gangas et les celluloïdes, qui sont les pièces majeures en fait, qui ont été flashées et qui ont servi pour dérouler l'animation et ensuite produire le film ou la série. Est-ce qu'il y a des références, soit des noms, soit justement, vous avez parlé de différentes matérialités de l'animation japonaise qui sont vraiment qui structurent le marché, que les collectionneurs attendent patiemment de mettre la main dessus? Qu'est-ce qui, Oui, euh, alors qu'est-ce qui attise la convoitise? on a des séries, on a des séries qui sont un peu plus prisées dans certains pays, mais si on veut citer trois séries assez phares, on peut parler de Pokémon, bien sûr, pour Mhm. la période la plus récente, Dragon Ball, qui a eu un succès mondial. Donc ça, c'est deux séries très fortes. Et ensuite, on a des modes un peu par pays, mais on peut citer aussi ce qui a suivi un peu Dragon Ball dans la période, c'était Chevalier du Zodiaque. Et on a également maintenant, pour les plus jeunes, One Piece et Naruto, Ah qui oui. ont été des séries très très prolifiques, qui n'ont pas toutes été produites de façon manuelle avec des artistes du studio de l'animation qui ont fait les dessins. Mais on a, par exemple, pour One Piece de Oda, on a pas mal de dessins préparatoires. Donc en fait, les collectionneurs s'y attachent également, même pour une série qui est un peu plus récente que les Dragon Ball. On a quand même de la matière et des collectionneurs qui s'y intéressent. Et c'est ça en France, parce que vous avez parlé de différences attraits selon les pays. En France, ce sera plutôt le One Piece qui va intéresser ou il y a une tendance à Oui, suivre pour une jeune génération? pour la période assez récente, on est sur One Piece, on est également avec Pokémon, Naruto. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir le deuxième marché du manga au monde, après le Japon. Beaucoup d'éditions de livres, de mangas, et qui se sont
Parfois oui, parfois non, mais souvent transcrit en série et en film. Donc la France recueille beaucoup de séries Hmm. japonaises. Donc les collectionneurs ont suivi depuis les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Les collectionneurs suivent parce que voilà, tout le public a connu ces séries à l'écran. Donc ils sont vraiment ravis de pouvoir collectionner tout ce qui a été tout ce qui a été à la base de leur série préférée. Et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que c'est plutôt positif pour ce marché, c'est que ça remonte à donc quand même quelques dizaines d'années et ça perdure, contrairement à de nombreux objets qui vont solliciter la nostalgie des acheteurs. Là, il y a quand même des nouvelles productions d'animés japonaises qui font que ce marché va perdurer dans le temps, contrairement à, je sais pas, des objets Apple ou peut-être enfin des Game Boy Color par exemple. Ça, c'est vraiment segmenté dans le temps. Là, l'animé japonais continue et se développe aussi en France. Oui, oui, c'est l'animé continue et c'est vrai que c'est la force de la production japonaise de pouvoir continuer à produire. Maintenant, c'est vrai que le numérique fait que les objets collectionnés seront plus forcément des celluloïdes, comme on Ah a oui. l'habitude de vendre pour les séries d'avant 2005. Resteront toujours des scripts, des Anken, des goodies qui ont été produits par les studios et qui intéresseront le public. Mais c'est vrai on va perdre quand même un petit peu de la magie de tout ce qui avait été produit et dessiné à la main par les studios d'animation. Mais quand même, on a l'impression que c'est un marché du côté du coup de la production qui se développe. Est-ce que vous sentez que ça touche de plus en plus de personnes et de plus en plus de jeunes? Enfin, je veux dire qu'une nouvelle génération est peut-être beaucoup plus sensible à l'animé japonaise aujourd'hui que alors qu'il y a peut-être plusieurs dizaines d'années, c'était vraiment assez niche. Oui, il y a eu certaines. C'est vrai que dans les années 80, avec Recrea 2, où on pouvait voir les films d'Albator, de Cobra, ensuite Dorothée Club sur Antenne 2, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de séries diffusées. Hmm. C'est vrai que il y a eu un petit creux et maintenant c'est vrai que on sent que c'est une vague voilà, qui ne s'arrête pas et beaucoup de nos enfants sont tous attachés au manga. La diffusion en plus sur les plateformes télé est de plus en plus importante. Donc c'est vrai qu'il y a une diffusion qui en plus est globalisée, qui est mondiale, Oui. et on le ressent au sein de nos acheteurs collectionneurs, voilà, qui viennent des 5 continents. Est-ce qu'il y a eu des ventes marquantes dernièrement ou des records dont vous pourriez nous parler? Oui, alors c'est vrai que les meilleures ventes qu'on ait pu faire en termes de records étaient des celluloïdes qui provenaient des films de Miyazaki, donc pour Princesse Mononoke et également pour Mon voisin Totoro, où on a pu adjuger, frais compris, un celluloïd à 68 000 euros par exemple. Et ça, c'est au sein de votre maison de vente aux enchères ou c'est tout marché confondu, enfin, je veux dire, marché international? Oui, là on parle des ventes qu'on a pu réaliser en Oui. France chez Aibo Art Auction, oui. Vous savez à peu près dans le monde s'il y a une œuvre qui a un record? Non, après, pour les records, on sera toujours sur les œuvres de Miyazaki, je pense. Ouais, d'accord. Et on suit les ventes au Japon principalement et aux États-Unis où on a des prix légèrement supérieurs Hmm. pour des raisons également qui sont pas forcément liées au marché que l'on peut connaître en Europe, qui est un marché plus régulé. Donc, interviennent au Japon et aux États-Unis des facteurs qui permettent d'avoir des prix voilà, plus importants. Euh, Parce que le contexte réglementaire n'est pas forcément le même. Et donc pour un jeune collectionneur, qu'est-ce que vous conseillerez? Parce que quel serait le panier moyen? Est-ce qu'il y a une œuvre que vous conseillerez ou une tendance pour quelqu'un dont le portefeuille n'est pas encore très développé? Alors, ce qu'on peut constater depuis 3 ans, c'est que nous vendons entre 95 et 100% des lots présentés dans chaque vente. Mhm. C'est-à-dire que le marché est très fort, il y a une forte demande. Donc, on se dit, et on a vu quelques tendances croître, comme les lots qui ont trait à Pokémon et Dragon Ball. C'est vrai que euh, le plus simple est de partir sur des œuvres phares, en fait, qui peuvent être des celluloïdes, mais également des dessins préparatoires, Mhm. des dogas, qui ont également une force graphique très importante. Et pour quelques centaines d'euros, entre 200 et 500 euros, on peut déjà acheter quelques pièces qui, à l'avenir, seront de plus en plus rares et qui seront de plus en plus difficiles à trouver et par la même occasion de plus en plus chères.
D'accord. Bien, merci beaucoup, Guillaume Sade. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la maison de vente aux enchères Aebo Art Auction. Merci de nous avoir décrit l'univers du marché de l'animation japonaise aux enchères. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous toutes et tous pour cette première émission d'Art et Marché.